Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, dans la Pléiade Albert Camus, j'entre dans la partie des récits et des romans de Camus avec le roman qui a été son plus grand succès, qui l'a fait connaître, son premier roman, L'étranger. L'étranger, bien sûr qu'on connaît par cœur la première phrase, le début. Aujourd'hui, maman est morte. La suite, même si j'avais déjà lu L'étranger, je la connaissais moins bien et elle est tout aussi intéressante. Ce livre court est un livre qui présente un homme, j'allais dire nu, un homme qui est étranger aux conventions de la société, étranger à lui-même peut-être, et un homme qui commet un crime absurde, même si se dessinent des motivations ou se devinent des motivations qui ne sont peut-être pas les siennes dans ce monde de l'Algérie des années 1940, moment où la violence est partout et où peut-être tuer un arabe n'est pas si innocent que cela. Et l'étranger, Meursault, est un coupable. Coupable d'abord, d'après ce que dit ce livre et d'après surtout ce que disent les autres personnages du livre, de n'avoir pas été assez sensible à la mort de sa mère. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Ce début ultra célèbre, et l'attention aux détails de la vie, mais pas forcément aux sentiments, est tout à fait frappant dans ce style volontairement pauvre que Camus va déployer. Début du chapitre 2. En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes 2 jours de congé. C'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi 4 jours de vacances avec mon dimanche, et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Pourtant, il part enterrer sa mère, et donc ce congé est tout à fait justifié, et sans doute que cette explication sur le regard fâché du patron est peut-être tout à fait à côté de la plaque. Et on retrouve ce décalage entre ce que dit ce personnage, ce qu'il nous dit, puisque c'est lui qui s'exprime de manière simple, et ce que les autres voient de lui. Et puis, le lendemain de l'enterrement de sa mère, il se retrouve à la plage avec une femme et il batifole avec elle et il y a une demande en mariage qu'elle lui fait, lui, même s'il dit ne pas l'aimer, accepte sans que ça ait la moindre importance pour lui. Donc on crée un personnage tout à fait incompréhensible, pas tout à fait insensible, mais qui a l'honnêteté de ne pas céder à ce que la société voudrait qu'il soit. Honnêteté qui le pousse à agir sans réfléchir. Et évidemment, on se retrouve à la fin de la première partie dans une situation
qui change la donne complètement et qui créera peut-être chez cet homme un réveil, même si celui-ci n'est pas non plus celui qu'on attendrait. Dès qu'il m'a vu, on est donc sur une plage, il y a sur cette plage cet arabe qui est l'amant d'une femme qui a délaissé après qu'elle ait été battue, l'ami de Meursault, un certain Raymond, personnage assez louche et violent. Et cet homme, cet arabe, est sur une plage, il a un couteau. Meursault, l'étranger, mais qui est l'étranger dans cette histoire-là? Meursault se retrouve sur cette plage, non pas qu'il en veuille à cet arabe, au fond ça lui importe peu, mais l'arabe est là, avec son couteau, et surtout il y a le soleil. Il était seul. Il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie, et j'étais venu là sans y penser. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors, de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instants, entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux, dans l'air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étal qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur est passé, et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire, et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. Et comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier, et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, et indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant,
que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Voilà la tragédie qui intervient. À la fin de cette première partie, avec ici la présence aussi du soleil et de la nature qui pousse Meursault au meurtre, semble-t-il. Mais il reste responsable, il reste le meurtrier et il ne le conteste pas, il se fait arrêter immédiatement après, il est interrogé et là encore, il ne fuit pas. Mais il ne dit pas non plus ce qu'on attend de lui. Il n'a pas les émotions, il ne montre pas les émotions qu'on attend de lui. Et il reste étranger presque jusqu'au bout. Il y a une colère qui peut-être le rend soudain humain quand vient le prêtre, l'aumônier qui doit écouter et confesser Meursault. Mais cette colère n'empêche pas la mort de venir, la peine de mort, contre laquelle notre personnage ne se révolte pas. Ce n'est pas un livre de révolte que L'étranger, où la révolte est encore à venir, mais la mort arrive avant. Et il y a quelque chose de fatal, malgré une colère qui arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier, et je l'ai insulté, et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane, je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant aucune de ces certitudes ne valait un cheveu de femme. Aucune de ces certitudes ne valait un cheveu de femme. Voilà une phrase assez énigmatique et pourtant très forte. Un cheveu de femme, c'est du concret. Et la prière et Dieu, peut-être bien que ça n'est rien. Il n'était même pas sûr d'être en vie, puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison. J'avais encore raison. J'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minuscule et cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde, et voilà le mot absurde qui arrive avec le soleil, qui ne pouvait qu'arriver aussi sur mon visage, même si c'est un soleil beaucoup moins chaud que celui qui provoque le meurtre.
Le mot absurde, évidemment, est central dans la pensée de Camus, et c'est bien de cela dont il est question, de l'absurde de la vie, de la mort, de notre raison d'être au monde. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors, dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère? Que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire, moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la Parisienne, que Masson avait épousée, ou que Marie, qui avait envie que je l'épouse. Qu'importait que Raymond fût mon copain autant que Céleste, qui valait mieux que lui. Qu'importait que Marie donnât aujourd'hui sa bouche à un nouveau morceau. Comprenait-il donc ce condamné? Et que du fond de mon avenir, j'étouffais en criant tout ceci. Mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment, en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Aussi, j'ai un peu des sortes d'étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi, des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. La puissance de l'été endormi, de la marée, de quelque chose qui vient des éléments, qui vient de la nature. Déjà, elle était ultra présente au moment du meurtre, au moment de l'enterrement de la mère aussi. Et là, c'est une autre nature, c'est un été endormi, ça n'est plus le soleil de plomb. Ici, la merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. La tendre indifférence du monde. Cette indifférence du monde est balancée par cette tendresse. Et il y a justement dans l'indifférence quelque chose qui rassure, quelque chose qui calme, qui attendrit. De l'éprouver si pareil à moi, lui, l'indifférent, notamment au moment de la mort de sa mère et au moment où il tue quelqu'un aussi, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore.
résonne ici la phrase du mythe de Sisyphe de Camus. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Voilà qui était l'étranger d'Albert Camus.